beau matin gris d'automne, je m'étais rendu à l'Anse-au-Griffon avec mon chum David dans l'idée d'aller visiter un joyau du patrimoine de la place. Le manoir Le Boutier, David. Construit au milieu du 19e siècle, résidence des gérants de la compagnie Le Boutier, des engagés de la compagnie également, magasin général, puis probablement une petite résidence d'été pour un monsieur petit Le à terre, Boutier. un petit à terre, hein, pourquoi pas. Oula, hey! Ouf! En commençant, quel escalier! Bel accueil, effectivement. Magnifique! Il n'y a rien qui On craque. dirait que ça a été fait hier. Puis, Le plancher David, ouais. même ici, là, regarde. John Le Boutier, né en 1797, OK. et on le retrouve ici même, en Gaspésie, alors qu'il a 15 ans, en 1812. Il va débuter en étant commis pour la compagnie Charles Robin and Company à Passepébière, où ils ont leur siège social, la compagnie Robin, on le sait. Et plus tard, en 1820, c'est quelqu'un qui a maintenant 23 ans. On va le retrouver comme gérant, cette fois-ci aux installations de la compagnie Robin, mais à Percé. Donc, il a gravi les échelons. Il est allé à la bonne école. Rapidement. Il est allé à la bonne école, c'est le bon terme. Il l'apprend à l'Université Robin, comme on pourrait dire, à la bonne école, où il apprend tous les rouages du système relié à la commercialisation d'une morue salée séchée qu'on va expédier sur tous les marchés. Alors, il apprend là le système de crédit, l'endettement, la possession de magasins généraux. Et à partir de 1830, s'éloigne de la compagnie Robin, va prendre quelques années avant de fonder sa propre compagnie, chose faite en 1833, où il va fonder la John Le Boutier and Company. On est à l'Anse-au-Griffon, où il se fait construire un manoir. On a du mal à situer la date exacte de la construction. Milieu du 19e siècle, entre 1850 et 1860. OK. Et c'est en 1860, probablement la période la plus prospère de l'histoire de Le Boutier. OK. On sait qu'en 1861, David, propriétaire de 12 navires, capable de faire des voyages transatlantiques, qui amènent de la morue salée séchée aux Antilles, en Europe, en Amérique du Sud, jusqu'au Brésil, jusqu'en Argentine. Combien d'hommes travaillent pour lui? 2500 hommes. C'est un chien incroyable. 2500 hommes en 1861, propriétaire de pas loin de 170 barques de pêche. Et les gens pêchent pour lui. Donc, il a appris à la bonne école. C'est un petit empire. Ouais. C'est un petit empire. Hey, grand format, un brigantin. Il était capable de traverser l'océan Atlantique avec ces embarcations-là. Alors, on descend vers l'Amérique du Sud. Puis là-bas, de la mélasse, de la canne à sucre. Et on traverse ensuite en Europe, où de là, on va repartir vers l'Amérique, où le commerce triangulaire, avec des produits manufacturés qu'on ne retrouve pas en Amérique du Nord, dans l'ancienne Nouvelle-France. C'est quelqu'un qui a du flair. C'est un homme d'affaires aguerri. C'est un homme politique également. OK, il va faire de la politique. Il va faire de la politique pendant une vingtaine d'années. Alors, il va être député d'abord du parti Tory. OK, conservateur. Et plus tard, réformiste. OK. Alors, il est député dans les années 1830. OK. À l'époque des troupes de patriotes de la rébellion de 1837-38. Va être député également dans les années 1840 jusqu'à la fondation du Canada moderne en 1867. Va être député du comté de Gaspé et de Bonaventure pendant une vingtaine d'années et il va prendre des pauses entre-temps. Des fois, il a flirté avec la période des pères de la Confédération. Tout à fait. C'est quelqu'un qui a côtoyé, tiens-toi bien, c'est rare dans l'histoire. Alors, il côtoie Louis-Joseph Papineau, il côtoie La Fontaine, il côtoie également Baldwin, Georges-Étienne Cartier, John A. Macdonald. Alors oui, il est témoin de grands moments de l'histoire du Canada, jusqu'à presque son décès qui survient en 1872. Son personnel important pour son organisation loge ici. Réside ici. Le gérant se doit d'avoir l'œil, le regard attentif sur la mer. C'est majeur pour lui, c'est incontournable.
Il y a des possessions, il y a des postes de pêche à Percé, Robin est là, à Gaspé, Robin est là également, mais s'en soustrait un petit peu. Il y a des possessions à Rivière-au-Renard, mais surtout du côté nord, où Robin est absent. Donc, un peu complémentaire sur le territoire. Exactement. Pas trop sur les pieds. Pas trop sur les pieds, juste assez. OK. Puis, il va se monter un petit empire très florissant. Et c'est dans ce contexte-là, particulièrement prospère, qu'il va décider de se construire un manoir. Ouais. Maison bourgeoise. Ouais. Il résidera jamais ici en permanence. Parce qu'il y a des gérants qui travaillent pour lui. Et cette maison-là va servir de maison pour les gérants. OK. Va servir de maison pour les engagés geneviens. Ceux qui avaient des hauts postes dans l'administration, pas les petits travailleurs. Ouais. Et le gérant de la compagnie, c'est un poste administratif qui est réservé à des Geneviens qui ont étudié, entre guillemets, à l'université Charles Robin et Le Boutillier. Alors, ils résident ici, fait que c'est important qu'ils soient bien traités. Hein? Ses enfants vont avoir deux filles OK. qui vont conserver la maison jusqu'en 1903. En 1903, ils s'en départissent. Et c'est un privé du village qui va l'acheter. Ambroise Chouinard. Un chouinard. Qui va l'avoir de 1903 à 1969, pendant 66 ans. OK. Ouais. Et le bâtiment va ouvrir au public en 1979. OK. Et il est toujours opéré aujourd'hui. Donc, c'est un joyau du patrimoine bâti. Un vieil attrait touristique de la Gaspésie. Oui, tout à fait. Parler de pêche comme ça me donne tout le temps faim. En partant du manoir, on est allé se chercher un bon snack de morue. Plus tard, on est allé marcher au bord de la rivière au nord pour digérer notre lunch, quand on est tombé sur un autre vieux bâtiment. C'est quoi ce bâtiment-là, Pascal? C'est le moulin des Plourdes. Les Plourdes, OK. Un moulin, comme il y en a partout en Gaspésie à l'époque. Oui. Un village qui n'avait pas de moulin, là, c'était mal pris. On voit la belle rivière au renard juste On ici. est collé sur la rivière, c'est pas pour rien, hein? Il a bien choisi son emplacement. Un moulin pour un village, c'est crucial, c'est fondamental, parce que le moulin permet de scier du bois qui va permettre la construction de maisons, la construction de granges, la construction d'installations reliées au monde des pêches, à bardoter, à faire des barques, à faire des barges. C'est majeur pour des pêcheurs, pour le monde agricole, etc. L'unicité de ce moulin-là, pour l'époque, c'est que une magnifique cheminée juste derrière nous. Oui, grande cheminée. Fonctionnait à la vapeur. Oui. Le moulin Plourde tient son nom de son fondateur, Georges Plourde, quelqu'un de la place, un charpentier renommé, réputé, grande expertise, et va construire un moulin ici même, tout près de la rivière, entre 1907 et 1908. Donc, expérimenté. Donc, quand il construit son moulin, il n'est pas en début de carrière. Il n'est pas en début de carrière, c'est un homme de 60 ans. OK. Avec beaucoup de vécu, beaucoup d'expérience. Exactement. Exactement. Puis déjà, là, le moulin, au début de sa carrière, hein, au début de ses premiers pas, dès le départ, on va avoir un gros élan parce que M. Plourde va obtenir un contrat important, OK. soit celui de construire le presbytère et l'église de Grande-Vallée. Alors, ça tourne, ça vire, c'est un village de pêcheurs, il y a beaucoup de besoins. Et comment on fait pour s'approvisionner à l'époque? Ça prend de la matière, ça prend du bois pour nourrir cette usine-là. Alors, on prend le bois où? Dans l'arrière-pays. C'est pas ce qui manque autour du bois. Non. Alors, Plourde a des concessions forestières. Il y a une dizaine de bûcherons qui abattent des arbres pour lui l'hiver. Et on va se servir de quoi comme moyen de transport privilégié? La rivière. La rivière, qui devient le moyen de transport idéal, sécuritaire pour amener les bio jusqu'ici, qui vont se faire scier à l'intérieur du moulin.
Bon, on est dans l'intérieur de la bête. Aïe, aïe. Oui. Non, mais c'est... Il reste pas beaucoup de moulins. On n'a pas tout vu. On entre à peine, là. Fait qu'on a un moulin assis. On a une bardoiserie. On fait du bardeau. Du de bardeau. cèdre. Jusque dans les années 50, on utilise même le moulin pour moudre du blé. Alors, c'est important pour les agriculteurs. Puis on cite de la planche, comme je l'ai mentionné, qui va servir à des constructions de toutes sortes. Et le village s'agrandit. On est au début du 20e siècle. Alors, ça vient vraiment marquer le paysage et tout le territoire ici. Ça, là, il y a plus ailleurs en Gaspésie, là. Tout est là, là. C'est impressionnant. Et ça, quand ça avait tourné, mon gars, là. Ça devait virer idole, pas pire. Pas pire, hein? Rivière-au-Renard, c'est un village de pêcheurs parce que les 4 marchands ont un bureau à Rivière-au-Renard en ce début de 20e siècle. Les 4 sont ici. Donc, c'est une concentration de l'ensemble des marchands. Tout à fait. Ici même. Tout à fait. On ouvre le moulin entre 1907 et 1908. Bien, l'année suivante, c'est 1909, l'année de la révolte des pêcheurs de Rivière-au-Renard, année où est-ce que, comme son nom l'indique, les pêcheurs vont se révolter contre les marchands qui avaient décidé, sans crier gare, à la fin de la saison 1909, de baisser drastiquement les prix et ça ira jusqu'à une émeute, jusqu'à une révolte. OK. On va s'en prendre physiquement aux marchands. Il y aura jusqu'à 500 manifestants et ça va se solder, tout ça, cette révolte-là, en quelques semaines, où les marchands vont faire aller leurs contacts politiques. OK. Et on va faire venir l'armée qui va mater la révolte. Donc, on va s'en prendre au chef de file. J'ai Joe Tapp en tête qui sera arrêté. Et bon nombre d'entre eux vont écoper d'amendes et de peines d'emprisonnement. Sur le coup, c'est une défaite totale pour les pêcheurs. Mais à court terme et à moyen terme, il y aura un renversement de situation puisque ce sera le début de la fin des compagnies anglo-normandes. OK. Et ce sera la montée du coopératisme OK. dans le domaine des pêches. Je comprends. Dans les années 1920, où les gens vont cultiver leur indépendance et leur autonomie par l'entremise de coopératives de pêcheurs. Ça devait être très bruyant. Il travaillait dans un environnement qui n'était pas facile. Oui, les normes doivent être assez rudimentaires. Chapeau, casse de sécurité. Qu'est-ce qui a fait la fin des opérations ici du moulin derrière nous? Qu'est-ce qui a Tu as causé sans ça? doute la réponse. Premièrement, c'est un exploit. On demeure ouvert en opération jusqu'en 1986. C'est quand même considérable comme période de temps. Oui. Comme ça. Ah, oui. Presque 80 quelques années. Et c'est la modernité qui en aura raison, comme bien d'autres institutions. Effectivement. Je me demande parfois si on donne pas trop souvent raison à la modernité.